Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette 20e séance de JavaScript pour le dernier chapitre de ce cours. Alors, il y aura d'autres vidéos après le chapitre, c'est juste qu'il y aura quelques vidéos, on va dire, isolées, indépendantes, mais c'est le dernier gros chapitre où on a vraiment un ensemble de vidéos qu'on va aborder ensemble sur ce cours de JavaScript. Nous allons aborder l'arbre DOM, qui fait partie un petit peu des spécifications dont je vous ai parlé précédemment. On avait fait toute une vidéo sur les spécifications web, et je vous avais dit qu'on allait aborder principalement l'arbre DOM, donc DOM en fait le Document Object Model, qui est un ensemble qui va nous servir, qu'on va pouvoir manipuler, avec lequel on va pouvoir faire tout un tas de modifications, d'accès et de vérification en fait, simplement un parcours au niveau de nos pages web, et y compris bien sûr au niveau du code CSS. C'est pour ça qu'encore une fois vous avez besoin d'avoir suffisamment quand même d'aisance avec HTML et CSS pour pouvoir suivre ce chapitre là, sinon il y a pas mal de choses qui vont vous échapper et que vous ne comprendrez pas automatiquement. Ce que je vais vous expliquer ici, c'est, alors déjà j'ai préparé une petite page web, pour compléter un petit peu avec ce qu'on avait précédemment. Je vais vous montrer ça rapidement, parce que ça va être quand même important pour ce qu'on va voir par la suite. Donc vous voyez que j'ai ajouté quelques petites balises, une en-tête avec le titre que j'ai mis ici quelques autres balises, avec notamment quelques articles qui sont principalement séparés, en fait on les distingue par un titre, un ensemble de paragraphes, un autre titre, un ensemble de paragraphes, un autre titre, et ainsi de suite. Un petit footer ici pour le pied de la page, et le script bien sûr, mon classique de JavaScript, avec lequel on pourra par la suite éventuellement noter des choses. J'ai mis le CSS également à part. Au début je l'ai mis ici parce que j'en avais pas beaucoup, mais là j'ai mis ça à part parce qu'il y a un petit peu plus de choses, parce que ça va nous servir aussi pour quelques petites vidéos, que ce soit celle-ci ou les vidéos prochaines au niveau de ce chapitre. Donc on verra tout ça. Comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et ce avec quoi nous allons travailler un petit peu au niveau des vidéos de ce chapitre. L'arbre DOM, parce que vous voyez qu'on parle d'arbre, normalement c'est un concept que vous connaissez un minimum si vous faites un peu de programmation. S'il y a des programmeurs parmi vous, vous savez que c'est une des nombreuses structures données qu'on peut aborder en informatique, et très souvent, moi j'ai eu souvent la question où les gens me demandaient en commentaire, sur les cours bien sûr en question, eh bien à quoi pouvait servir justement cette structure de données, dans quel cas on pouvait la mettre en application, c'est-à-dire dans le monde réel en fait, dans ce que l'on fait. Les graphes, les gens comprennent bien avec les systèmes d'itinéraires, etc., style Google Maps ou ses concurrents, on arrive bien à se représenter. Une pile, bon, généralement, on arrive facilement à l'expliquer aussi, par rapport à ce qui est utilisé notamment dans les langages de programmation, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas rentrer en détail sur les structures de données. Et l'arbre, c'est pas toujours évident. Il y a souvent des gens qui ont du mal à se dire, mais pourquoi on a inventé cette structure de données, pourquoi on a mis au point cette structure, et à quoi elle peut servir? Et bien justement, l'arbre DOM est un exemple parfait, pour le coup, qui va parfaitement illustrer un cas d'usage de cette structure de données au niveau des spécifications web, ici appliquées notamment avec HTML, CSS, puisque ça va être intimement lié à nos pages web. L'arbre en question, sans vous présenter bien sûr la structure de données, parce que c'est pas le but de cette vidéo, on va avoir tout un ensemble de nœuds, d'accord? Là, on va être constitué de nœuds, donc il a bien sûr son point, sa racine, hein, donc le point, on va dire, de départ, et ensuite on va avoir toutes nos branches, on va avoir différents nœuds, et on arrive à la fin avec les feuilles, et les feuilles, bah, c'est tout simplement quand il n'y a plus en fait d'autres branches, hein, qu'on arrive en fait au bout, d'accord? On est la partie la plus haute ou la plus basse, puisque là il faut voir l'arbre de manière inversée, c'est-à-dire que la racine est en haut et qu'en fait les racines, toutes les branches de l'arbre vont vers le bas. Et on va comme ça avoir tout un ensemble de parcours et d'éléments qui sont reliés entre eux. Vraiment comme un arbre, il faut vraiment le voir comme ça. Donc là au niveau de notre page, en fait, nous avons déjà un arbre qui est constitué. C'est-à-dire que nous avons notre page web, et chaque balise, ici HTML, va constituer un objet. D'accord? On va retrouver un ensemble de nœuds avec différentes valeurs. Ça va même plus loin que ça, puisque un simple retour à la ligne, vous voyez ici par exemple, j'ai un retour à la ligne qui est fait quand je fais ça. En fait, il y a même un retour à la ligne, c'est-à-dire ici, et après on voit qu'il y en a un autre parce qu'on a comme ça une ligne vide. Donc tous ces éléments vont être pris en compte. Pareil, si je m'amuse à noter un commentaire, voilà, ça fera partie aussi des éléments qui seront pris en compte dans la génération de l'arbre DOM. C'est-à-dire qu'au niveau de nos navigateurs web, d'accord, on va avoir cet arbre qui est généré. D'accord, les différents moteurs, donc moteur HTML et ainsi de suite, vont générer l'arbre DOM, c'est-à-dire qu'ils vont générer l'ensemble des nœuds qui va constituer justement cet arbre, ce qu'on appelle le Document Object Model. Donc c'est très important, parce que ça va nous suivre un petit peu sur les autres vidéos également de ce chapitre. Donc il faut bien comprendre tout ça. La vidéo en elle-même, de toute façon, ici, ne sera pas très longue, on commence étape par étape, mais il faut bien comprendre ces concepts-là, ce que ça va encore une fois nous servir pour la suite. On retrouve différents objets, puisque JavaScript, vous avez vu, on manipule pas mal d'objets, hein. On a travaillé maintenant très souvent avec ça, on a pris l'habitude d'utiliser pas mal d'avoir des propriétés, d'utiliser pas mal de méthodes propres à des objets de JavaScript. Et bien ici, chaque élément
va être un élément avec lequel on va pouvoir travailler en JavaScript. Donc ça va extrêmement nous servir par la suite. Alors si on décompose un petit peu ce qu'on a ici, principalement, je ne vais pas vous faire un schéma parce que c'est, je pense, suffisamment explicite de vous le détailler un petit peu comme ça. Et de toute façon, je ne vais pas le faire pour l'ensemble de la page, c'est plus que vous compreniez un petit peu le principe. On va retrouver différents nœuds. On va avoir le nœud HTML, donc c'est un petit peu en fait lui, parce que le doctype, bon, c'est un cas à part, on ne va pas en parler. Mais on a le nœud HTML, d'accord, considérez que c'est vraiment la base du document, le HTML document. On en parlera de toute façon un petit peu en détail dans d'autres vidéos. On va avoir le nœud head, d'accord, qui est en fait la tête, justement ici de notre document, et on va retrouver des nœuds à l'intérieur de celui-ci. Donc on a title, meta, n'oubliez pas qu'ici on va avoir un retour à la ligne qui est fait, forcément, puisque j'ai pas mis les éléments collés. Donc tout ça va constituer des nœuds aussi, même s'ils ne nous intéressent pas. Nous, en tant que développeurs, bon, les nœuds qui sont en fait des retours à la ligne, des espaces, des commentaires, etc. Personnellement, ça ne nous intéresse pas beaucoup, mais sachez qu'ils en font partie. Voilà, ils en font vraiment partie, il faut bien prendre ça en considération. Et ainsi de suite. On a un nœud ici pour link, on va avoir ensuite body, qui, vous voyez, pour le coup, est un nœud assez important dans notre page web, et qui va être constitué de plein de nœuds enfants. On va avoir des enfants, des descendants également, et on va avoir pas mal de termes comme ça qui vont arriver. Bon, de toute façon, on le détaillera parce qu'on va avoir tellement de méthodes et de propriétés qu'on va très souvent revenir sur ces termes-là, donc ne vous en faites pas. Mais il faut bien comprendre, voilà, vous voyez un petit peu le principe. On part vraiment de cet élément de départ, et c'est facile à comprendre parce que HTML, c'est pour ceux qui ont appris HTML, et il faut de toute façon, ça fait partie des prérequis quand même pour suivre ce chapitre, vous aviez compris que les balises fonctionnaient un petit peu comme ça. D'ailleurs, moi en plus, je fais en sorte de bien mettre en page ces dernières, pour que ce soit en fait indenté à chaque fois comme il faut, pour bien se représenter les choses. Donc on voit qu'en fait, head fait partie de HTML, body, qui est un voisin de head finalement, un élément frère, sœur comme vous voulez, mais voisin, eh bien fait aussi partie de head, et ainsi de suite. Title fait partie de head, meta ici et link pareil, voilà. Et on a chaque élément, et là le H1 est un nœud qui fait partie d'une header, qui fait partie lui-même d'une body, qui fait partie du nœud HTML. Donc là, si vous voulez par exemple un petit exemple pour vous aider, parce que je voulais volontairement pas vous faire un schéma pour ça, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, pour présenter les choses, essayez de vous faire justement, de schématiser un petit peu ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire par exemple, on va vous dessiner voilà, vous entourez, vous écrivez HTML, vous faites un cercle, peu importe, et après vous faites comme ça l'arborescence descendante. Vous voyez. En plus souvent, les éditeurs de code, comme celui-ci par exemple, VS Code, vous voyez, gèrent un petit peu les différentes comme ça blocs qu'on a. Voilà, donc on peut retrouver un petit peu ça pour tout. Alors tout quasiment, parce que là on voit que ça fait pour le header, on voit par contre que pour P, pour H1 ou autre, ça va pas le faire. Et ça fait partie quand même d'un nœud qu'on a. Donc on peut comme ça voir un petit peu les différents éléments, et on a une sorte d'arborescence. Un peu comme si vous aviez un répertoire dans votre arborescence sur votre ordinateur, qui contient des sous-répertoires, d'autres sous-répertoires, et les feuilles, ce sont les fichiers. Parce qu'un fichier, il contient son contenu, mais il ne contient pas d'autres fichiers. Donc on arrive en fait au bout de l'arbre, donc les parties les plus hautes. Voilà, donc on peut voir exactement ça de cette manière. Donc tout ça va constituer, tous ces éléments vont constituer, comme je disais, des objets avec lesquels on va pouvoir travailler par la suite et qui vont extrêmement nous servir. Alors le moteur au niveau de la génération, point aussi qui est important, c'est que si par exemple vous avez des erreurs au niveau du HTML ou des balises qui ne sont pas fermées, par exemple j'ai souvent vu des gens qui faisaient des listes à puces en formant pas le lit, parce que ça fonctionne, c'est-à-dire que ici, si vous faites ceci par exemple au niveau HTML, voilà, comme ceci. Alors là, évidemment, l'autocomplétion, enfin l'autotabulation, on va rien comprendre. Ce qui va dire, justement, il va dire que c'est pas fermé. Fonctionnera, d'accord? Ça va fonctionner parce que, justement, les moteurs vont parfaitement pouvoir être capables d'interpréter ce genre de code-là et vont aussi effectuer des autocorrections pour la génération de l'arbre. C'est-à-dire qu'ils vont compléter avec les balises manquantes. Donc, vous pourriez avoir une différence entre ce que vous avez ici, s'il y a des erreurs, et avec finalement le code HTML qui a été corrigé. Donc on a souvent des traitements automatiques qui sont faits lors de la génération de cet arbre qu'il faut prendre en compte aussi. J'insiste dessus parce que souvent voilà, on va être amené à faire certaines recherches ou autres, certaines sélections d'éléments, et on pourrait s'attendre à ne pas avoir ces éléments-là, alors que si, parce qu'on les a oubliés, parce qu'on n'a pas fait un code HTML qui est correct. Donc sachez qu'il y a bien évidemment, c'est un moteur, donc il va effectuer quelques corrections avant de faire la génération de cet arbre-là. Donc on va retrouver beaucoup d'éléments. Avant de terminer cette petite séance, vous avez dit que c'était pas très long, on est vraiment encore sur de l'introduction, on commence tout juste avec DOM, donc évidemment on va avoir plein de vidéos sur le sujet. On va regarder un petit peu comment on peut analyser ça. On va commencer à travailler un petit peu avec le navigateur. On l'a pas beaucoup fait jusqu'à présent, forcément, mais là on va voir un petit peu ce qu'on peut retrouver. Maintenant vous savez ce qu'est un nœud, vous savez un petit peu principalement ce qu'est l'arbre DOM, vous comprenez un petit peu toutes ces spécificités, même si on va les détailler bien sûr dans d'autres séances. On va regarder un petit peu tout ce qu'on a. Alors pareil, ce que j'ai oublié de dire, parce que comme un point important, le texte ici fait partie d'un nœud, évidemment, d'accord?
C'est-à-dire qu'ici, on va avoir ce qu'on appelle, alors généralement, le nom qu'on lui donne, je vais le mettre dans le commentaire, vous allez voir quelque chose comme ça. Voilà. Souvent, c'est représenté par un croisillon et vous avez texte, pour dire que c'est un nœud de texte. Voilà. Donc c'est la version la plus classique, hein, c'est le texte qu'on a dans nos pages web. Donc on va retrouver ça. Et le commentaire, pareil, fait partie d'un nœud. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc lui aussi, c'est un type de nœud bien précis, le commentaire, en HTML. Donc tout ça, il faut le prendre en compte aussi, c'est bien de savoir hein, que c'est le cas, et pas de s'imaginer que tout ça va être ignoré au niveau de l'arbre d'homme. Ils feront partie des éléments que vous aurez dans votre arbre. Donc il faut bien garder ça en tête. Ok, on va regarder au niveau du navigateur, comme je vous disais, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, en tout cas comment on peut travailler sur ces différents éléments. Vous avez pas mal d'outils, quel que soit le navigateur web que vous utilisez, à moins que vous utilisiez un navigateur pas très connu, vous voyez, open source, fait par quelqu'un, pas open source, mais je veux dire un petit navigateur fait par une personne pas forcément connue, pas par un gros groupe, donc ça peut arriver, hein, il y a des navigateurs, il en existe des centaines, donc c'est peut-être le cas, mais pour les navigateurs les plus connus, les plus classiques, vous avez tous les outils qu'il faut présent en tout cas directement sur l'application et on peut généralement inspecter différentes pages. Alors que ce soit inspecté de manière générale, donc on fait un clic droit sans cliquer forcément sur un élément et on a ça, on retrouve comme ça l'ensemble du document, ou alors on peut tout à fait sélectionner un élément précis, voilà, et puis on peut très bien ensuite dire de l'inspecter lui précisément. Et comme ça vous voyez, ça vous met en fait la main directement, ça sélectionne en fait l'élément en question. On va retrouver pas mal d'informations, on va évidemment pas tout détailler, mais certaines vont nous servir. Cet inspecteur, d'accord, on l'a souvent utilisé, notamment pour la console, quand on faisait un console log, si vous vous souvenez. Donc si je fais un petit log, très utile comme message, mais ça ira bien. Vous voyez, on utilisait comme ça la console, ça nous permettait de voir pas mal d'éléments, et on sera amené de toute manière à s'en resservir aussi dans d'autres séances. Donc ça, c'est toujours à garder en tête. Maintenant, il faut que vous soyez à l'aise avec ça, même si on n'a pas détaillé toutes les fonctionnalités, parce qu'en plus, ça peut différer d'un navigateur à l'autre. Mais globalement, on retrouve quand même à peu près le même fonctionnement, les mêmes outils. Il y a beaucoup de navigateurs qui utilisent les mêmes moteurs maintenant, donc on a quelque chose de plus unifié qu'auparavant en tout cas. Donc c'est plus simple de s'y retrouver ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet, vraiment l'onglet pour l'inspection d'éléments. On va retrouver tout l'exemple ici HTML, la partie CSS, mais qui là ne nous intéresse pas, en tout cas pas maintenant. Vous voyez qu'on peut retrouver pas mal d'informations aussi sur les marges, etc. Voilà, on peut voir par exemple ici que le titre, eh bien, il y a une marge de 25, une marge haute de 25 pixels qui a été appliquée. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est des petits éléments qu'on peut retrouver. Voilà, il y a plein d'informations qu'on peut avoir là-dessus. On en avait parlé un petit peu, que ce soit ici ou sur d'autres cours de la chaîne, et on sera amené aussi à en reparler par la suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ces différents éléments ici, puisque vous pouvez déjà, plus pour du débogage qu'autre chose, hein, c'est-à-dire que nous après on va faire ça de manière programmée, mais on va commencer par ça, c'est-à-dire là on n'a pas encore vu comment programmer, travailler avec l'arbre d'homme, le manipuler, etc. Mais si vous voulez faire du débogage ou simplement de l'analyse telle quelle, d'accord, depuis votre navigateur, vous pouvez passer par justement l'inspecteur d'éléments. Par exemple, ici je peux sélectionner un élément. Alors sur certains navigateurs, ça peut dépendre, il peut vous afficher un paramètre de capture qui sera représenté par un dollar suivi d'un chiffre. Par exemple, $0 qui sera l'élément qui est sélectionné actuellement, $1 pour l'élément qui a été précédemment sélectionné, etc. Là, vous voyez que sur Firefox, il ne fait pas ce système-là, il en a un autre. Donc la plupart du temps, parce que je ne vais pas vous faire un tuto sur chaque navigateur web, je ne les utilise pas tous de toute façon, ça n'a pas d'intérêt, mais vous pouvez généralement vous y retrouver dans les fonctionnalités que vous avez, dans les menus contextuels éventuellement du navigateur que vous utilisez. Alors sur Firefox en tout cas, c'est assez simple, parce qu'il suffit d'aller sur l'élément en question que vous voulez. Par exemple ici le H2, donc c'est par exemple le premier ici, cultiver son potager en violence sur une étude. Je fais un clic droit, je fais ouvrir dans la console, et il va automatiquement vous affecter à une variable. Voilà, donc lui c'est pas $0, c'est temp0, tout simplement. Et à partir de là, j'ai mon objet, d'accord? Ça c'est l'élément qui constitue le nœud H2. Ce titre-là précisément, pas tous les nœuds H2 de la page, mais juste celui-ci. Et en mettant le point, vous avez un objet, donc vous pouvez faire appel à des méthodes ou faire appel à pas mal d'attributs. On va en voir beaucoup. Tout ça, on va le voir dans une vidéo à part, quand on va faire de la manipulation de l'arbre d'homme, justement. On verra un petit peu comment on travaille avec ses propriétés, comment utiliser quelques méthodes. Vraiment, on va voir beaucoup de choses, donc vous en faites pas. Nous, ce qui peut être intéressant, en revanche, c'est de voir, alors, on va peut-être, plutôt le text content. Je vais noter ça comme ça. Et ici, on va pouvoir, retrouver le texte. Alors ça, c'est des attributs qu'on verra aussi, je les expliquerai en détail, mais celui-là, plus pour info, il nous renvoie le texte brut, de manière générale, qu'on a dans le nœud. Donc là, il nous a renvoyé la chaîne cultiver son potager en violence selon une étude. Ça correspond effectivement à ce qu'on a ici. Si je le fais sur un autre élément, par exemple, je prends ce paragraphe sans même l'afficher ici dans l'arbre, je ne le déroule pas pour qu'on ne le voie pas à l'avance, même si on le voit à gauche. Je vais ici, pareil, ouvrir dans la console. Vous voyez que là, il a créé un temp1 cette fois-ci.
Et pareil, text content, je fais entrer, et vous voyez qu'il a sélectionné le texte. Donc on peut, encore une fois, c'est du débogage. Alors c'est vrai que par contre, je suis désolé, mais vous voyez peut-être pas, j'espère que vous regardez évidemment pas ça sur téléphone, hein, ne faites pas ça, que vous regardez bien sur un écran de PC en qualité max, parce que vous voyez que le texte c'est assez petit, donc j'ai zoomé le texte ici, là pour le coup ça ne l'est pas, donc il faudra regarder ça sur un PC si vous voulez que ce soit lisible, sinon ça ne le sera pas, à moins que je puisse le faire, voici je peux le faire là, voilà, hop. Bon du coup ça enlève pas mal d'interface, mais on va faire ça comme ça, c'est pas le plus génial, mais ça le fera, voilà. Bon, finalement, vous n'avez pas forcément besoin, tout va bien. Vous pouvez regarder ça sur un smartphone en 320 par 240 pixels, tout va bien. Non, ne faites pas ça, surtout pas. Voilà. On a différents éléments. Ce qu'on pourra faire, on le verra de toute façon par la suite, c'est de changer un petit peu le CSS. Vous voyez, par exemple, on a pour ce texte ici, donc le temp1, donc là, j'ai accès à mes différents éléments. Je peux récupérer celui-là. Bon, là, les deux existent, que vous voyez qu'à partir du moment où je l'ai fait ouvrir dans la console, il a gardé ses variables, en fait, ses objets en mémoire. Donc là, par exemple, ce texte-là, je peux lui appliquer, on le verra par la suite qu'on aura un attribut pour changer le style, et par exemple ici, changer la couleur, et je vais mettre ça en gris, en vert, pardon. Je sais pas ce que je pensais green, du coup je dis gris. Et voilà, et on va pouvoir influer sur la page de ce qu'on a ici. Fait important, chose très importante, vous voyez ici, on pourrait penser, parce que ça c'est pareil, ça peut sembler peut-être évident pour des gens, mais peut-être pas pour tout le monde, donc c'est bien de le souligner, on n'est pas en train de faire une modification côté serveur. C'est-à-dire, ne pensez pas qu'en faisant ça sur un site, vous allez modifier la page sur le serveur du site, sinon on appellerait ça un hack ou de manière illégale un piratage, et comprenez que ça poserait beaucoup de problèmes, et ça voudrait dire que tous les sites sont vulnérables, et qu'avec un simple navigateur finalement, je peux choisir d'effacer quelque chose, c'est-à-dire que rien ne m'empêche à la rigueur d'aller, le HTML il est où? Il est ici, et puis de dire cet élément-là je l'enlève, donc je dois pouvoir faire ça voilà, sur Firefox, hop, j'enlève ça, normalement je pense que si on le valide, voilà, on a dégagé le titre. Et comme ça, bon, ça pourrait être dramatique. Toutes ces modifications, bien sûr, sont faites côté client. Le client, c'est quoi? C'est votre navigateur à vous. Donc le changement ici qu'on a fait en vert et le titre qu'on a enlevé ne s'applique que sur votre navigateur ici, présentement, pas sur les autres. Ce n'est pas côté serveur. Point aussi important, si j'analyse le code source, vous voyez que les éléments sont toujours là. Ils sont appliqués après coup. On a la page qui a été chargée, et ensuite, on a l'arbre d'homme qui est généré, donc une fois que tout est chargé, c'est important, on a tous les éléments, et après les modifications qu'on va faire évidemment s'appliquent chez nous, donc ne s'appliquent pas sur la page, donc sur le contenu brut tel qu'il est dans le document. Vous voyez qu'ici, ça n'a pas changé en fait, ça n'a pas viré le header de mon fichier index.html, ça n'a pas fait de modification au niveau du CSS, ça n'a pas ajouté de style CSS au paragraphe que j'ai mis en vert, ça a tout laissé tel quel, c'est des éléments qui vont être modifiés en plus, d'accord? On est encore une fois ici sur la modification côté client. On le fait généralement pour du débogage, pour tester des choses, mais je voulais vous montrer que c'était tout à fait possible et qu'on peut s'amuser, entre guillemets, un petit peu avec ces différentes fonctionnalités-là. Donc ça, c'est un outil qui pourra vous servir quand vous voudrez faire des vérifications, donc surtout quand vous connaîtrez davantage les attributs et les méthodes qu'on va voir dans les prochaines séances, surtout, ça vous permettra, au lieu d'aller créer votre script JavaScript, de tout écrire, de voir ensuite ça marche pas, vous pourriez d'abord tester ça directement au niveau de l'inspecteur, de faire vos tests pour chercher des bugs, traquer des erreurs éventuelles, et après éventuellement écrire vos différents programmes et gérer un petit peu tout ça au niveau de votre application. Donc ça permet véritablement de faire du débogage et de vérifier ça, on va dire, en temps réel, parce qu'on peut modifier pas mal de choses ici. Donc après, voilà, temp1, voilà, le problème c'est que la couleur qu'on a remise, parce que si je mets, bon, ça ne prendra pas en compte, ça n'existe pas, mais de mettre, il faudrait la couleur classique. J'avais quoi comme couleur? C'était... Moi c'est ça, c'est D. Voilà, comme ça on remet la couleur d'avant. Et on retrouve un petit peu les différents éléments que nous avions. Voilà, sur ce que je voulais vous présenter en tout cas au niveau de l'inspecteur pour la page. Et bien évidemment, si je rafraîchis, ça recharge, ça refait une requête HTTP pour demander la page au serveur. Et bien sûr, on récupère le document tel qu'il est. Alors nous, on est en local, donc ça va pas demander la page très loin, ça va juste charger, c'est un fichier local, donc là, il n'y a pas de serveur, c'est mon PC, mais ça recharge la page, donc ça vous montre bien qu'on ne l'a pas modifié, absolument pas, sinon là, on aurait les changements qui seraient appliqués, ça aurait été enregistré, et comme je vous ai dit, ce serait dramatique pour tous les sites sur Internet. Donc ça, j'insiste bien, parce que souvent, des gens s'imaginent qu'en modifiant du JavaScript comme ça, voilà, ils modifient vraiment ce qui se passe côté serveur. Et forcément, tout ça fonctionne partout. C'est-à-dire que, bien sûr, vous voyez, c'est pour ça qu'encore une fois, heureusement que c'est pas un risque de sécurité, ce serait quand même problématique. Vous pouvez aller sur n'importe quel site, vous pouvez sélectionner donc un élément, même directement aller sur l'inspecteur d'éléments,
Et après, vous allez un petit peu partout. Généralement, vous voyez que quand vous passez sur un élément, il vous indique quelle zone, il vous indique pas mal d'informations aussi. Et puis après, ici, vous pouvez changer plein de choses. On peut changer le CSS directement là, ou on peut passer par les différents éléments que l'on a. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement avant de terminer? Éventuellement, on va aller faire une petite modification. Cet élément-là, c'est la div ici. Bon, ça va pas être joli, mais c'est pas grave. Alors pareil, vous voyez qu'on peut dupliquer des nœuds, créer, etc. Mais comme on n'a pas encore vu ça dans le détail, voilà, nous on va le faire surtout par programmation. On va pas s'amuser à faire sa manipulation là-dedans, mais encore une fois, ce sont des outils de débogage. Donc bien évidemment, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont accessibles ici depuis votre navigateur, mais comprenez que c'est pour du débogage principalement. Ouvrir dans la console, et ici on va changer, on va mettre un fond, voilà, un fond pas beau. Alors vous remarquez, bon, on le verra par la suite, que ça correspond un petit peu aux propriétés CSS, à part qu'ici évidemment on n'a pas de tiré ou autre, il faut que ce soit compatible avec la syntaxe du langage, mais on retrouve les noms, c'est assez facile de connaître tous les noms de propriétés sans les apprendre par cœur, parce que si vous connaissez CSS, logiquement vous arrivez à retrouver les propriétés ici propres à JavaScript. Et là on va mettre blue, alors, bon ça va pas être beau, ça va vraiment pas être beau, s'il veut pas, pardon, excusez-moi, je m'excuse, j'aime bien auprès du navi. Voilà, et vous voyez comme ça on peut parfaitement changer ça, et nous venons de changer la page Google, mais évidemment si vous vérifiez Google de votre côté, vous verrez que ça n'a pas changé, voilà, c'est un changement côté client et non pas côté serveur. Donc là je réactualise, ça va faire une requête auprès des serveurs de Google, et ça va donc rechercher la page telle qu'elle. Et d'ailleurs là il m'a appliqué le mode sombre qui avait pas mis tout à l'heure, ouais c'est pas bien d'ailleurs, normalement je suis en mode sombre, et visiblement le paramètre c'était pas bien réglé au début. Donc on a hacké Google en fait. Toi, non, c'est juste qu'il m'a pas appliqué le mode sombre que normalement il est censé paramétrer, parce que le navigateur est paramétré de sorte d'avoir le mode sombre par défaut. Et on en restera là pour cette vidéo, puisque c'était vraiment la petite introduction à l'arbre d'homme, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qui vous attend aussi pour la suite, et de voir un petit peu comment fonctionnent tous ces systèmes de nœuds, le fait d'obtenir des objets à partir de ces différents éléments, et tout ce que nous allons pouvoir faire pour la suite. Là, vous aviez une vidéo assez courte. Pour la prochaine séance, on va faire du parcours de l'arbre d'homme et on va voir beaucoup de choses. On va pas manipuler encore, c'est-à-dire qu'on fera pas de la modification, parce que sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais déjà, vous allez voir que rien que le parcours d'homme, il y a beaucoup d'éléments à vous montrer. On va avoir ça dans une seule vidéo. Donc là, c'était assez court, c'était assez cool aussi, assez tranquille. Il n'y avait pas grand chose à apprendre. Il n'y a pas grand chose à retenir non plus. Mais pour la prochaine séance, on avance déjà un cap, et après on verra pour manipuler un petit peu justement l'arbre d'homme, faire des modifications au niveau des éléments, l'ajout, suppression, changement, et au niveau du CSS aussi. Ce sera réparti en plusieurs séances bien sûr, parce que sinon ça ferait aussi trop conséquent, et comme ça vous aurez vraiment vu un petit peu tous ces différents outils qu'on retrouve en JavaScript, et qu'on peut utiliser en fait pour tout ce qui est propre justement à ce Document Object Model en JavaScript. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. Ciao.